Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Je reçois cette semaine Dr Samuel Garot-Lajoie, médecin de famille et clinicien engagé qui s'intéresse de près à l'intégration des technologies numériques et de l'intelligence artificielle en santé. Reconnu pour sa réflexion nuancée sur ces enjeux, il explore comment l'IA peut soutenir la pratique médicale, réduire la charge administrative et redonner du temps clinique de qualité aux patients. Je discute avec Samuel de sa vision de l'intelligence artificielle et de ses limites, mais aussi des enjeux liés à la surcharge de travail. Une conversation stimulante sur l'innovation, l'avenir des soins, toujours centrée sur l'humain. Bonne écoute. Samuel, bon matin. Salut! Ça va bien? Ça va très bien, merci, et toi-même? Ben oui, ça va bien, merci. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, j'ai appris ou découvert que tu étais un peu fanatique, mais autodidacte de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement. Mais fanatique, et j'essaie de ne pas être trop techno-euphorique, là, de dire que ça va tout régler. J'ai un peu critique, mais oui, je suis super intéressé. As-tu un petit côté geek un peu, je veux dire, de base? De base, oui. OK, parce que quand même... C'est nulle part, ça OK, c'est bon. Écoute, donc on parle de scribe médical assisté. On en parle beaucoup. On en a parlé récemment à notre congrès de chirurgie. Je veux dire que dans l'esprit de beaucoup de mes collègues, c'est encore à ses premiers balbutiements. Mais tu vas me dire que c'est faux parce que c'est très avancé d'après moi. Donc, je me dis, mettons la table avec Careway ou Careway en anglais, dans lequel tu as été impliqué. Puis je pense que ça va peut-être permettre à nos auditeurs de découvrir ce qu'est le scribe médical assisté, puis peut-être où on s'en va avec ça. Donc, je te cède la parole. Écoute, si tu veux, tu peux peut-être commencer, mettons, moi de base, puis qu'est-ce qui m'a amené vers Careway ensuite. Tu sais, je suis un médecin de famille, ça fait 8 ans que je pratique. J'ai une pratique en GMF puis en CHSLD. Là, CHSLD, j'ai pris un petit break post-pandémie. Okay. Puis je me concentre plus sur l'IA depuis. Puis, tu sais, d'où c'est venu Careway, tu sais, moi, mettons, début 2024, retour au travail, j'avais un jeune enfant, c'était un peu tough. J'essayais de me trouver des solutions. Okay. Et, comme on l'a dit d'emblée, je suis un gars techno, fait que je me suis tourné vers la techno. Qu'est-ce que la techno peut faire pour m'aider? La première affaire que j'ai faite, j'ai vidé les fonctions de mon dossier médical électronique. Fait que j'ai tout regardé, tout ce que je pouvais faire, adapter des rendez-vous, faire des questionnaires pré-rencontres, faire des gabarits. J'ai tout mis ça en place, mais c'était pas vraiment assez. Tu sais, je trouvais que ça m'aidait un peu, mais c'était pas la révolution. Okay. Mais parallèlement à ça, il y avait ChatGPT qui était sorti. ChatGPT, j'avais commencé à jouer avec un peu dans ma vie personnelle. L'IA générative, ça génère des textes, c'est bien fun. Je générais des histoires pour mon coco. Puis un soir, comme j'avais 6 notes à finir, je couchais mon petit, j'y lisais une histoire, puis j'étais comme, cette patente-là, ça fait du texte. Ça pourrait peut-être bien m'aider à faire mes notes.
Fait que là, j'ai commencé un peu homemade, avec un LLM local à faire. Un LLM, c'est un grand modèle de langage, c'est comme ChatGPT, Mhm. à faire générer mes notes à partir de les petites affaires que je tapais et les questionnaires de mes patients. C'était correct. C'était correct. Ça m'aidait un peu, c'était pas parfait, c'était intéressant. Mais c'est en regardant un peu plus dans ce côté-là que je suis tombé sur les Scribia. C'est quoi les OK. Scribia? C'est un peu l'idée que moi j'avais eu à faire mes notes générées par l'IA, mais avec en plus une option de transcription pendant la rencontre. Donc, j'ai contacté là, à ce moment-là, Caro n'était pas encore déployé. Il était en train de finaliser les choses. Il allait mettre en marché dans un mois ou deux. Fait que, je leur ai écrit, puis je me suis pitché à fond là, avec eux, avec leur équipe, pour leur donner du feedback, leur donner l'input de cliniciens. Parce qu'en fait, Caro, à la base, c'est deux kinésiologues, les fondateurs. Il y avait un pharmacien dans l'équipe, il y avait un étudiant en médecine. Fait qu'il était quand même une gang quand même de professionnels de la santé, OK. mais moins médecins en pratique. Fait que j'ai pu OK. apporter cette vision-là, oui. Fait que courant de 2024, j'ai fait le tour des associations de médecins de famille, faire des tests, montrer à mes collègues, hey, regardez, on fait un cas simulé. Moi, je faisais le médecin, eux faisaient le patient ou l'inverse, puis on faisait générer la note. Puis quand je voyais les yeux de mes collègues faire comme des billes, waouh, la note est sortie, elle est pas mal conforme. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a drivé là, à continuer puis à me pitcher encore plus dans les airs, c'est de voir que j'étais capable de le montrer à mes collègues, que ça avait un impact, que je savais que le lundi d'après, ils allaient l'essayer dans leur clinique. Mais dis-moi, pour que les gens comprennent bien, là, Ouais. la note ou l'addiction est enregistrée. Oui, c'est ça. Le principe, c'est que dans ton bureau ou sur toi, avec un téléphone dans la poche de Scrub, mettons, euh, tu fais une transcription de toute la conversation. Donc, c'est un long verbatim, pas très utile. Des fois, il y a des fautes, c'est pas parfait, mais c'est pas ça le but. C'est juste une matière première. Fait à partir du bonjour, comment ça va, jusqu'à on se revoit dans 3 mois, tout est transcrit et ensuite passé dans un grand modèle de langage comme ChatGPT qui formate une note selon les besoins du collège, les préférences du médecin, les préférences pour chaque spécialité, chaque profession médicale, parce que ça le fait aussi pour des pharmaciens, ça le fait aussi pour des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux là, sont vraiment soulagés de ça. Là. Je l'ai montré à une de mes amies, puis une amie qui est généralement 2 semaines en retard dans ses notes, OK. qui est so-so, puis ils en écrivent des longs romans. Là. Donc, ça vient vraiment répondre à des, des des besoins chez les gens qui ont une lourde documentation. Et je suis pas super surpris que tu me dises que les chirurgiens au Québec sont pas encore full dans l'IA puis les scribes, parce que je pense que votre fardeau de documentation, le fardeau de documentation des chirurgiens est un petit peu plus, il est différent. Parce que bon, oui, c'est Oui, sûr tout qu'il à y en fait. a, Ouais. c'est un peu plus bref dans les notes au dossier, c'est un peu plus exhaustif dans les protocoles et comptes rendus chirurgicaux, mais ça, vous avez de l'aide souvent. Vous avez de l'aide de transcriptionnistes ou je ne sais pas comment Ben, c'est. ça dépend, chaque milieu a ses particularités, là. Ouais, Ça pourra faire l'objet d'une discussion tout à l'heure. Comme autre. moi, par exemple, dans mon milieu, moi, j'ai accès à la dictée pour toutes les notes, là. Donc, C'est ça. même les notes de Ouais. clinique externe, une petite visite. J'ai vu M. Garot-Lajoie pour sa chirurgie de hernie Ouais. inguinale. Il va bien, la réparation est solide, il n'a pas de plainte, congé. Moi, je dicte Parfait. ça. Donc, Et ça, c'est dicté, certes, c'est envoyé. Est-ce que c'est une pauvre transcriptionniste dans un sous-sol qui oui. transcrit ça ou? Ben, je souhaite, Oui. j'espère qu'elle n'est pas dans un sous-sol. Je souhaite qu'elle a des Oui, belles fenêtres. c'est transcrit. Moi, Ouais. dans mon cas, c'est une des questions que j'avais pour toi aussi. Moi, ça va être écrit dicté non relu, là, tu sais. Donc, moi, Ouais. je ne relirai pas cette note-là. Puis, à l'occasion, quand je relis, je vois bien qu'il y a des fautes ou il y a des mots Ouais. manquants parfois. Mais donc, tout ça, c'est dicté. Mais j'ai des collègues qui écrivent. Moi, la raison principale pour laquelle j'aime dicter personnellement, c'est pour des raisons médico-légales. Je Hum. pense qu'on met plus d'informations dans une note dictée Ben que oui. dans une note écrite. Tu sais, Desrez, il a dit, mettons, dans mon cas, mettons, moi, je suis chirurgien, je veux dire, j'ai rencontré le patient, ben, je veux dire, ben, en compagnie de son épouse, de sa fille. Mhm. Tu sais, je donne les informations. Des fois, je vais dire, ben, le patient est un peu réticent, anxieux, pas attentif, tu sais, ou la conjointe semble un peu irritée. Je vais mettre un peu de Ouais. contexte pour dire... Hum. puis en même temps, c'est surprenant du point de vue clinique, tu dois le savoir, là, les patients retiennent peu d'informations. Souvent, Très peu. Ouais. c'est vraiment surprenant à l'occasion. Là, on explique aux patients, dans mon cas, la chirurgie,
Parlons de la chirurgie de la vésicule biliaire, on va dire quelque chose, là, puis les risques de conversion en laparotomie, infection, hémorragie, traumatisme de la voie biliaire. Donc, moi, c'est écrit, là, je l'ai dit au patient, je revois le patient quelques mois plus tard, puis là, je dis, écoutez, avez-vous des questions? T'sais, juste avant l'intervention, là, avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous l'avais expliqué la dernière fois. Ah non, vous m'avez rien dit. Mais ça, écoute, sans vouloir dire... je vais vous le réexpliquer. Mais bref, ça répond... je m'étends un peu sur ma réponse, mais... Non, mais c'est intéressant. Ça m'amène à un autre point que l'IA, sans dire que ça a la réponse à tout, pour ce problème-là que tu viens spécifiquement de mentionner, ça commence à être étudié, c'est-à-dire pour faire des résumés post-rencontre aux patients. Okay. Donc, basé sur, par exemple, la transcription qui sert à faire une note médicale, l'IA peut utiliser toutes ces deux sources d'informations-là pour ensuite faire un document post-rencontre adapté au niveau de littératie de la santé du patient pour lui dire, aujourd'hui, vous avez rencontré Dr. Untel, il vous a dit ça, et les prochaines étapes sont ça. Moi, je le faisais déjà comme homemade, encore une fois, pour mes patients souvent âgés qui ont, mettons, 3 examens qui s'en viennent, 2 consultations en spécialité, on change 2 médicaments, je sais qu'ils vont rien retenir ou la moitié de tout ça. C'est difficile. Je faisais un résumé comme ça, automatique, avec un grand modèle de langage, que ça soit intégré à nos outils. Je pense pas que la majorité des médecins vont aller s'installer des modèles de langage locaux pour faire ça à mi-terme, semi à la mi-terme, comme c'est moi ça. je fais. Mais c'est quelque chose qui, si ça peut être intégré, notamment dans les systèmes hospitaliers, dans le fameux EPIC, si on pourra revenir à la DSN. Mais c'est des choses qui pourraient aider beaucoup les patients. Parce que ça peut aider les cliniciens, c'est bien beau, mais au final, que tout le monde qui puisse en bénéficier, en bénéficie. Mais si on parle d'intelligence artificielle, est-ce que je conçois que toi, l'outil que tu utiliserais au fil du temps aussi va s'améliorer ou va apprendre à te connaître? Apprendre à me connaître. Entre guillemets, évidemment, c'est pas un humain, là, mais... La raison pour laquelle nos outils actuels au Québec n'apprennent pas à nous connaître, c'est que ça complexifierait pas mal le consentement. Avec les lois actuelles en vigueur au Québec, si on veut que les données récoltées dans un échange médical servent à un autre usage, ça prend un consentement écrit, explicite, documenté, super bien expliqué. Donc, entraîner un modèle ou peaufiner un outil, ça pourrait pas vraiment utiliser les données récoltées pendant une rencontre avec un patient, sauf que ça s'améliore toujours, parce que les grands modèles de langage se font mettre à jour à tous les 2 mois, puis c'est des nouvelles révolutions à tous les 2 mois, puis ils clenchent tous les benchmarks à tous les 2 mois. Donc, c'est des outils qui sont accrochés sur une montgolfière là, qui n'arrête pas de monter. Si tu regardes les notes qui sortent maintenant des scribes IA versus v'là 1 an, c'est très différent. Et il y a eu une grosse amélioration de par ce fait-là que les grands modèles de langage s'améliorent. Et toi, est-ce que tu dois obtenir quand même le consentement du patient si tu utilises un scribe ou Chaque fois. Chaque fois, validé avec le collège, validé loi 25. La raison, c'est qu'il y a un micro. La conversation est enregistrée, transcrite, et pour ça, comme médecin, face à nos patients, il faut qu'on ait leur consentement. L'inverse n'est pas vrai. Les patients peuvent t'enregistrer à ton insu, ils peuvent record toute la conversation sans jamais te le dire, puis le consulter par après pour eux-mêmes. Ça, c'est correct, mais point de vue des médecins, ça nous prend le consentement pour ça. Pour l'outil d'IA aussi, idéalement, là, donc moi, ma petite phrase rapide, là, c'est bonjour, j'utilise un nouveau logiciel, ça transcrit nos rencontres, il y a un micro là, ça utilise l'IA pour faire mes notes, pour m'aider à faire mes notes. D'accord. Il faut que le patient sache à quoi ça sert. Puis qu'est-ce que ça implique. Puis j'ajoute comme les informations ne sont pas conservées. Puis effectivement, c'est tout supprimé après 24-48 heures, selon les scribes au Québec. Un petit consentement, mettons une petite feuille de cartonné là, qui explique le principe du scribe et tout ça, ça règle déjà une bonne partie. Mais je présume qu'avec l'usage, tes patients vont être habitués. Donc, ils savent maintenant. C'est ça. Mes patients, à cette heure, ça fait au-dessus d'1 an que je m'en sers à toutes les rencontres. Fait que souvent, ils font juste m'interrompre et dire oui, je le sais, c'est correct. OK, je comprends. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche
ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Mais dis-moi, pour que je comprenne bien, et les auditeurs, donc toi, la conversation est enregistrée, là, si ça dure 30 minutes, comment dire, le fichier s'en va où? Là, dans un serveur externe ou c'est local dans ton bureau? Dans un serveur externe qui est au Québec ou au Canada, idéalement. C'est pas interdit que ça sorte du pays, mais ça prendra un consentement, encore une fois, explicite du patient. Mais les outils, disons, au Québec, les données restent au Québec ou au Canada, au pire. Ils sont process dans le cloud, là, dans l'info nuagique. Là, donc, c'est là que la magie de l'IA s'opère, puis ensuite revient localement la note qu'on met dans notre dossier. Dans quelques minutes ou... 10 secondes. Voir sortir le compte-rendu d'une longue rencontre de 45 minutes avec un patient âgé, sa famille, qui avait 8 problèmes, et que ça sorte en 10 secondes. Moi, les premières fois que j'ai vécu ça, là, c'était des sacs à dos de roche que j'enlevais sur mes épaules parce que j'avais plus besoin de me souvenir de tous ces détails-là. D'accord. Ça libère beaucoup de charge mentale. Et ça donne plus d'espace pour réfléchir pendant que tu parles à ton patient, de diagnostic différentiel, penser aux autres choses, ça donne un meilleur contact visuel. Parce que moi, pendant 6 ans, là, j'ai été à taper, regarder mon écran. Mes patients, ils n'avaient pas ma pleine attention. Exactement, oui, c'est ça. Maintenant, ils l'ont beaucoup plus. Et je finis mes journées vraiment moins brûlées cognitivement parce que j'ai pas à garder en tête toutes ces informations-là tout le long des rencontres. On explore un problème, OK, on passe au prochain, puis c'est ça, j'ai pas à avoir ma mémoire vive, là, ma RAM dans mon cerveau là, n'est pas toujours à 99%. Là, et c'est généralement plus agréable. Amélioration de qualité de pratique. J'imagine. Mais dis-moi, as-tu, toi, demandé ou fixé tes critères pour dire, moi, je veux des notes de 450 mots maximal, je veux une note, histoire clinique, examen physique. Ça, tu fixes ça au début ou c'est l'outil qui comprend que c'est comme ça que ça doit être? Moi, j'utilise un outil qui est basé en grande partie sur mon feedback. Que je l'utilise pas mal tel quel, sauf que la majorité qui ont des options de consignes spécifiques ou de gabarit. Fait que si toi, tes notes, t'es mieux qu'il y ait la revue des systèmes à telle place ou à telle place, tu peux certainement te faire un gabarit de ta note. Et même pour plusieurs outils, tu peux prendre de tes notes passées, des belles notes, mettons, les donner à l'outil, puis il va juste déduire « Ah, OK, la structure de note de Dr. Untel, c'est ça, et ensuite te la reproduire. Donc, ça peut être très personnalisé. Et si ton entrevue avec le patient est décousue, là, tu me parles de revue des systèmes, donc pour que les gens comprennent ce qu'est la revue des systèmes, en tout cas, je vais l'expliquer de mon point de vue. Si je vois un patient qui a encore une fois, on revient avec les pierres au niveau de la vésicule biliaire, je vais le questionner un peu sur sa condition cardiaque, pulmonaire, les urines. Là, ça, on va appeler ça la revue des systèmes. On fait le tour des systèmes peut-être qui sont satellites ou qui sont un peu en parallèle de la raison de consultation. Donc, si cette fameuse revue des systèmes-là est un peu décousue, là, j'en ai un petit peu au début, puis là, finalement, à la fin, je me rends compte que j'ai oublié de questionner le patient sur les urines, des symptômes peut-être d'hypertrophie bénigne de la prostate. Est-ce que l'outil va réaliser qu'on est revenu dans la revue des systèmes, il va remettre ça à la bonne place? La note qui est produite n'est pas chronologique par rapport à la discussion. La note s'organise par système, par problème. Mes exemples de patients où j'ai 7 problèmes à explorer, c'est vraiment comme mal au genou, après ça, dépressif, après ça, diabète. Ça segmente très, 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 très bien et ça enlève ce qui n'est pas médicalement pertinent. Et même, ça détermine ce qui est médicalement pertinent ou non. Un exemple comique, c'est un patient qui me montre ses Crocs. Il me montre ses chaussures puis il me dit hey, « Regarde, ton bel, j'ai des Crocs rouges. » D'accord.
Ça finit là, ça ne sera pas dans la note. Si le patient vient pour une fasciite plantaire, qui a mal aux pieds, qui marche tout le temps avec ses crocs à journée longue et qui m'en parle, là, ça va se retrouver dans la note. Parce que l'IA va avoir jugé que c'est pertinent au Quand contexte même, médical. c'est incroyable. C'est Ouais, incroyable. Est-ce que ouais. tu relis Mais tes notes ou... ben oui, absolument. Il faut relire ses OK, notes. Il faut OK. relire ses notes. Super important. Le collège va vous le dire. Moi, je vous le dis. C'est pas parfait. C'est pareil comme tes transcriptionnistes. Il va y avoir une, deux, trois petites coquilles, choses à modifier, choses à optimiser. Puis aussi, ça, dépendamment à quel point on est explicite ou non, ça lit pas dans notre tête. Fait que pour le diagnostic différentiel, pour la section impression, si on verbalise pas tout, ben, ça sera pas dans la note. Une fois le patient parti, on peut tout dire, là. On peut dire explicitement notre pensée. Mais ouais, les médecins qui sont plus verbomoteurs ont des OK. notes plus détaillées. Les médecins qui sont un peu plus concis ont des notes un peu moins détaillées. Fait que ça fait partie de l'outil et de la technologie. Donc, actuellement, c'est un outil qui est disponible au Québec, là, les Oui. cliniciens. As-tu une idée du taux de pénétration dans la pratique médicale? Écoute, Ou... j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai une bonne impression qu'on est entre le quart et le tiers des médecins de famille qui OK. utilisent un Scribia, pas mal sûr. Euh, En deuxième ligne, c'est plus dur. Parce qu'en deuxième ligne, souvent, les gens peuvent se poser la question, faut-tu que je parle au TI de l'hôpital? Faut-tu que j'aille l'accord de mon Exactement. chef de C'est ça. département? Puis d'un milieu à l'autre, c'est pas pareil. Donc, je crois que l'adoption est un petit peu moins rapide en deuxième ligne parce que c'est un petit peu plus compliqué si tu veux vraiment t'assurer de tout faire en respect des normes. Mais ensuite, est-ce qu'il y a des médecins qui s'en servent sans en parler au TI de l'hôpital? Oui. Est-ce que c'est correct? Non. OK. Écoute, mon pessimisme et mon cynisme actuel m'amènent à Ouais. penser que ça va prendre une éternité avant que ça s'implante dans le réseau hospitalier, alors Hum. que ça va être bien implanté dans les cabinets de médecins, puis qu'on va Ouais. avoir une espèce de régime à deux vitesses là, au niveau d'utilisation de cette technologie-là. Selon moi, je ne sais pas Peut-être. si c'est le sentiment que tu as, mais... OK. Ça se peut, mais écoute, puis on va bientôt peut-être rentrer dans le sujet là, de performance et de projets de loi et de gouvernement, mais Ouais. si quelqu'un, quelque part un ministère se rend compte que ça permettrait aux médecins de voir un, deux, trois patients de plus par jour, par quart, peu importe, ben, peut-être qu'ils vont fast-track l'acceptation dans les milieux hospitaliers. Mais il y en a OK. aussi accepté, là. Puis il y a plusieurs projets pilotes que ça fait plusieurs mois qu'ils roulent. OK. Fait qu'on va être, on peut avoir un optimisme quand même modéré, Bon, que écoute, ça peut arriver. OK, donc sur En l'échelle de hospitalier. l'optimisme, tu es un peu en avance sur moi, c'est parfait ça. Est-ce que, j'imagine quand tu es allé voir tes collègues cliniciens, spontanément, je pourrais concevoir que les cliniciens plus âgés sont plus réticents, Hmm. nouvelles technologies, réfractaires au changement. Est-ce que ça s'est traduit Euh, dans... Écoute, je pense que avant de voir une démonstration, ce que tu dis est vrai. Parce que c'est des gens qui ont vu arriver la technologie dans leur pratique, qui se la sont fait imposer. Hein. Les DME en GMF, on est obligé de les avoir depuis une dizaine d'années là, et un peu plus, qui ont souvent été ralentis par la technologie, ou la technologie les a pas vraiment aidés, un peu Poussés à la ralenti leur flux retraite de parfois. travail. Poussés à la Oui, retraite pousser à avec... la retraite parfois, Hmm. amener même, tu sais, il y a des urgentologues qui disent que depuis qu'il y a qui sont obligés de taper leurs notes, mettons, ils voient deux patients de moins par chiffre. Et c'est un problème. Fait que oui, ceux qui ont vécu des transformations numériques du passé sont un peu réticents. Mais une fois que je leur ai montré, une fois qu'ils ont fait le test, une fois qu'ils ont vu que l'interface est d'une redoutable simplicité, où il y a genre deux, trois boutons, that's it, puis que la note se sort, puis qu'ils n'ont plus besoin de taper de même, hein, parce que j'ai des collègues que ça a vraiment des de façon incroyable, tant avoir des notes plus détaillées que de faire leurs notes plus vite, parce que ils tapent pas vite. Ils ne Mhm. sont pas nés avec un tape-touche, ils ont pas apprivoisé le clavier autant que le crayon. Puis là, ça fait 10 ans qu'ils souffrent de l'imposition de la technologie, mais maintenant, ça peut les accélérer. Puis un des plus fervents utilisateurs de l'IA dans ma clinique, c'est un médecin en fin de carrière, qui est pas loin de OK. 80 ans, qui fait des demi-journées par semaine, tapait pas vite, faisait des notes de 2 lignes et demie, puis peut-être que là, médico-légalement, il est pas mal plus blindé parce que, il parle bien, c'est un bon médecin, il a des bonnes compétences, mais ses notes avant étaient super brèves parce que ça l'écœurait d'écrire super lentement. OK. Fait que maintenant, il y a des belles notes détaillées, puis il va peut-être bien pratiquer 2, 3 ans de plus grâce à ça.
Le but ultime de ça, ou les avantages, j'imagine qu'il y en a pour tout le monde, les patients, le clinicien, le système, tout ça. Si tu me... Mettons, si on commençait par le patient, quel est l'avantage pour le patient? L'attention de son médecin. OK. Le lien avec son médecin. D'avoir un médecin qui est attentif, plus reposé, moins brûlé. La documentation, c'est un des facteurs principaux d'épuisement professionnel chez les médecins. Donc, de devoir écrire des notes, de faire des tâches qui n'ont pas beaucoup de sens, qui n'apportent pas vraiment de plus-value au patient, qui ne nécessitent pas tant que ça. Tu n'as pas besoin de faire une formation de 10 ans pour écrire une note. Donc, d'avoir un médecin qui est plus attentif, reposé, à l'écoute. Moi, mes patients me le disent, quand j'ai commencé à utiliser le script, écoute, vous êtes bien de bonne humeur, ou j'avais des commentaires vraiment qui trouvaient que ça faisait une bonne différence. C'est pour ça que je pense que clairement, les patients peuvent y trouver leur compte, sous réserve qu'ils ne sont pas inquiets de leurs données et compagnie. Mais moi, dans ma pratique, mettons, j'ai des refus là, une fois ou 2 mois, là, c'est super exceptionnel. Là. C'est rare que les patients vont pas voir l'intérêt parce qu'ils savent. Ils entendent parler de la paperasse puis de à quel point on a des affaires à écrire et à documenter. Fait que si on leur dit, hey, cette affaire-là, ça m'aide à avoir moins de paperasse et être plus attentif à vous, souvent, c'est vendu déjà à ce point-là. Pour le clinicien, j'en ai un peu parlé. Fait que moins de charge mentale, les notes sont belles, les notes sont plus complètes. Même la section, disons, plan puis conseil non pharmacologique puis non médical. Hey, j'en dis des affaires, là. Je ne savais pas, puis je ne l'écrivais pas dans mes notes. Tous les conseils un peu non pharmaco, vous pourriez faire ça, telle affaire, levez vos jambes. Je veux dire, il y a des tonnes de choses qu'on dit qu'on ne documente pas qui maintenant le sont. Qui le sont dans un format quand même facile à lire, bullet point. Pour le système, ensuite, les données scientifiques sont mitigées. Est-ce que ça va réellement permettre de prendre en charge bien plus de patients? C'est pas certain. Okay. Ce qui est vu, c'est que oui, ça diminue la charge administrative, mais la charge administrative, souvent, les médecins faisaient ça chez eux, en dehors des heures de travail, en dehors du temps qu'ils voyaient des patients. Ils finissaient leur note chez eux le soir, finissaient leur note chez eux la fin de semaine. Fait qu'ils travaillaient comme en extra ce temps-là, alors que maintenant, admettons un médecin qui faisait ses notes le soir, maintenant il utilise un scribe, il a pu aller faire le soir, mais il est quand même juste dans son bureau de 8 à 5. Fait que ça enlève une tâche, ça enlève de la lourdeur, mais les études à date montrent que oui, ça libère du temps, mais que ce temps-là, il n'est pas nécessairement transformé en voir des patients supplémentaires. Moi, mettons, dans mon sans rendez-vous, je vois 2-3 patients de plus. Ça paraît. Dans mes journées de bureau, 1 à 2 de plus. Mais c'est ça. Au final, c'est beaucoup de la qualité d'interaction, de la qualité de pratique, de la satisfaction patient, moins que on va faire du volume x10. Ben écoute, je pense que ça dépend des... J'ai l'impression qu'encore une fois, il y a peut-être des questions générationnelles là-dedans. Si tu prends le médecin qui travaille, on va prendre là, le vieux médecin de famille, masculin, qui travaille 5 jours par semaine et qui fait ses notes la fin de semaine, lui, il donne déjà son 100%, entre guillemets, là, pour faire une analogie de hockey. Donc, lui, il se libère de ses tâches administratives la fin de semaine. Mais tu sauras me le dire, il y a des collègues plus jeunes qui libèrent du temps la semaine pour faire de l'administration. Les gens le disent, et pour toutes sortes de raisons, là, je veux dire, pour les raisons qu'elles ne peuvent pas faire ça, ils ou elles ne peuvent pas faire ça la fin de semaine à cause des contraintes familiales ou autres, ou le conjoint, la conjointe qui travaille. Donc, on pourrait penser qu'ultimement, parce que tu dois avoir les statistiques, là, je ne les ai pas en tête, mais la quantité d'heures par semaine sur lesquelles un médecin passe du temps inutile, entre guillemets, c'est incroyable. Je pourrais penser qu'il y a peut-être une clientèle ou une catégorie de médecins qui vont offrir plus de services parce qu'ils ou elles vont libérer du temps sur les heures ouvertes, mais je sais pas ce que... Je pense qu'il y a comme 2 catégories d'utilisateurs dans ma tête pour moi. Oui, ça se peut. Par contre, ma perspective en médecine familiale, les demi-journées, par exemple, libérées pour faire de l'administratif, pas pour faire des notes. C'est pour remplir des formulaires, c'est pour gérer des laboratoires, c'est pour gérer des communications avec X, Y, Z, le CLSC. C'est pas tant pour écrire des notes. Fait que ces choses-là, pour l'instant, on n'a pas encore... Les scribes sont, je pense, pas loin, là, mais ne sont pas encore à remplir les formulaires pour nous. Okay.
Certains, mais pas parfait, en tout cas. Fait que ce temps-là de libérer, je ne sais pas à quel point il servait à écrire des notes pour mes collègues, mais il servait aussi à d'autres choses. Mais je OK. pense que ça aide tout le monde d'une façon différente. Puis autant le médecin qui a 2500 patients qui fait 5 jours semaine, c'est notre la fin de semaine, ça va Mhm. l'aider peut-être à avoir une vie, puis Ben, de ça va peut-être continuer à prolonger sa travailler. carrière aussi, là, tu sais, Oui, donc, oui, éviter exactement. l'épuisement professionnel. Puis, Exact. c'est quoi les Exact. autres avenues que tu vois pour l'intelligence artificielle en médecine? En as-tu, j'imagine Mhm. que toi, ça ne doit pas s'arrêter là, là. Tu dois, Non, c'est clair. t'es en avance un peu sur... Écoute, il va y avoir beaucoup, beaucoup dans la médecine préventive, dans la valorisation des données que les patients récoltent. Les cossins montres intelligentes là, Mhm. qui traquent ton rythme cardiaque, ta température, ta saturation d'oxygène, tu sais, combien de temps tu dors. Ça, c'est une richesse de données énorme que ben, quand les patients arrivent avec ça dans nos bureaux, là, ils nous montrent sur leur téléphone, regarde mes nuits de sommeil, ils ont l'air de quoi. On a de la misère à agir là-dessus. L'IA va pouvoir prendre tout cet ensemble de belles données-là, puis de dire, hey, de telle date à telle date, moins bien dormi, de telle date à telle date, il t'est arrivé telle affaire, ton pouls était plus rapide. Ça va permettre de, un, personnaliser les soins, mais deux, agir de manière un peu plus préventive sur la maladie plutôt que réactive. OK. Pour le diagnostic, ça va être révolutionnaire. On n'est pas encore là. Ça va prendre un cadre où la responsabilité sera partagée entre l'IA, le médecin, mais c'est très fort. C'est très, très fort, surtout pour des cas difficiles. Tu sais, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, il y a Google qui sont forts, puis il y a Microsoft aussi qui ont fait beaucoup d'études récemment, où l'IA sur des cas du New England, tu sais, des cas super compliqués, là, super difficiles, méga médecine interne, edge case, succès de diagnostic de 85% versus des médecins relativement expérimentés, médecins moyens qui avaient comme un 20%, des cas difficiles, là. OK. Euh, ouais, c'était très, 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 très bon. Euh, mais bon, vient avec s'il se trompe, qu'est-ce qui se passe? C'est la responsabilité de qui? Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions à élucider là-dessus, mais la puissance pour établir des diagnostics, elle est là, puis je pense que ça va être transformateur. Puis pour le traitement, un peu comme pour la prévention, on va avoir une meilleure personnalisation, très probablement, des traitements, pour pouvoir voir vraiment, hey, ce patient-là, peut-être par sa génétique, tu sais, ses cytochromes, peu importe, là, avec des dosages sanguins, il va mieux réagir à telle molécule versus telle molécule plutôt que de suivre un guideline où les 3 premières lignes, c'est ces 3 affaires-là, puis tu en essayes une des 3, puis tu espères que ça marche. Là, on va peut-être avoir quelque chose de plus fin qui va nous dire, ah, ce patient-là, selon toutes ces données, ça serait plutôt celui-là qui serait le bon traitement. Avec la production des vaccins, je pense, qui va être accélérée aussi. Ouais, écoute, toute la médication. Toute la C'est ça. médication. Donc, les vaccins, oui. Les anticorps monoclonaux, vraiment, vraiment. Tu sais, avant, tu sais, je pense designer un anticorps monoclonal, là, quand ils essayaient en laboratoire de le faire, il y avait un taux de succès de comme en bas de 1%, là, 0,0 quelques pourcents. Mhm. Maintenant, tu sais, sur un design qui a été établi avec l'aide de l'IA, c'est au-dessus d'1% de succès. Puis ça, tu sais, en pharmacologie, là, de designer des molécules qui fonctionnent, c'est difficile. Ils font beaucoup d'essais, ça prend du R&D, c'est plein de temps dans le laboratoire, plein de réactifs utilisés. Ben là, maintenant, on a mappé un peu toute la structure de toutes les protéines possibles et imaginables. Fait qu'on peut faire des simulations ligands, récepteurs, où ben, tel médicament sur tel récepteur du corps humain, ça va fitter, ça va marcher, ça va produire un effet. Fait que c'est probablement que dans 5-10 ans, parce que c'est le temps que ça prend encore, là, autoriser des médicaments, on va avoir une tralée de molécules qui ont été designées avec l'aide de l'IA, puis peut-être même des traitements pour des maladies qu'on n'a pas de traitement à l'heure actuelle, là. Quand même. Ça va certainement coûter un peu de sous, mais c'est pour la Oui, discussion pour un autre jour. Je m'étais oui, mais il y a des fait... gains d'efficience. Hein? J'ai dit, il y a des gains d'efficience quand même. Tu Ah, sais, c'est si les sûr, c'est sûr. pharma, ils n'ont pas à faire 1000 molécules pour en avoir une qui marche, ils ont juste à en faire 10 ou 100, ça fait beaucoup d'économies quand même de leur Effectivement. côté qui pourraient se transmettre après ça aux patients. Effectivement. De façon plus pratico-pratique, je m'étais fait parler d'un outil aussi en cabinet où il y a une caméra qui observe le patient, qui est Hmm. capable de dire au clinicien en temps réel si le patient comprend ce qu'on est en train de lui dire. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu Non, parler j'ai de... pas vu passer ça. C'est Et, super intéressant. autrement dit, toi, tu es en train d'expliquer au patient, je sais pas moi,
on va dire, l'impact de son surplus de poids sur Mhm. son diabète, son hypertension. Puis l'outil peut te dire, écoute, le patient ne comprend pas, là, Hmm. explique-le différemment. En interprétant les données, Ouais, juste le le visage, visage de la l'expression. personne. Fait que, Hmm. bref, tu regarderas ça. Très intéressant. Oui, oui, non, mais écoute, connaissant nos enjeux de compréhension puis de transmission de l'information, ça peut être un outil intéressant. C'est clair. J'imagine que tu dois suivre un petit peu le dossier santé numérique ou... Écoute, oui, j'ai donné mon nom. J'ai OK. donné mon nom pour être sur les comités. Je l'aurais fait même bénévole. J'ai pas eu la chance d'être appelé. Fait que je le suis un peu de loin. OK. Euh, puis un truc qui me déçoit un petit peu dans le dossier santé numérique, c'est que ça va pas être beaucoup pour la première ligne. Ça va OK. être beaucoup pour la deuxième ligne. Le système en général, oui, mais de ma perception jusqu'à maintenant, on, les bénéfices puis l'apport de la première ligne au DSN va être minimal. C'est Puis, sûr. ben, je regarde la façon dont les dossiers avancent au Québec. Moi, ma Ouais, crainte, c'est que quand ce projet-là vienne à maturité, qu'il soit obsolète en raison de ouais, son retard technologique ou mais je n'y connais rien, mais ouais. C'est un risque. C'est je un pourrais, risque. Euh, je on sais pas. intègre une plateforme, tu sais, une énorme plateforme américaine qui est Epic, qui Mhm. sont, tu sais, Epic, c'est un gros squelette sur lequel tu peux brancher les muscles et les organes que tu veux. Puis il y a des gens qui designent des outils qui peuvent être intégrés à Epic, tu sais, qui peuvent être plug and play. OK. Donc, tu sais, là, on va se doter d'une grosse structure qui va nous permettre après ça de plugger des outils récents. Fait que je pense que de ce côté-là, on va être quand même capable de bénéficier des avancées technologiques. C'est-tu le meilleur outil, le meilleur cadre pour implanter? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire un peut-être québécois, nationalement ou canadien, sans avoir encore à se reposer sur les géants américains? C'est toutes des questions qui se posent. Mais il y a quand même des bénéfices à avoir un système comme ça de par l'intégration après ça plus facile d'outils technologiques. Parce qu'en ce moment, mettons, tu essaierais de rentrer un grand modèle de langage dans un système hospitalier qui a probablement 15 ans, ça serait probablement assez difficile. Alors OK. que, mettons qu'on fast forward dans 5 ans, tout le monde est sur Epic, ça va être plus facile de rentrer des nouveaux outils. OK, C'est le OK. point positif que je vois. On autant que ça coûte pas 3 fois le prix, là, mais Oui, on, on, on verra pour ça, là. On verra plus tard un petit peu. Écoute, ça nous amène. Tu parlais tantôt de performance, puis on n'est pas sûr finalement que ces outils-là vont augmenter la performance. Est-ce que ça les devient, scripts, ouais, ça ouais. devient pas un enjeu pour justifier l'implantation aux yeux du gouvernement, là? Puis on touche un peu au Ouais. PL 106 par la bande, parce Mhm. que on disait peut-être il y a des gens qui vont juste améliorer leur qualité de vie, mais ne donneront pas plus de services. Ça, c'est des choses qu'on va entendre. Là. Ouais. Ben, écoute, Donc, c'est un. Tu sais, en ce moment, les gens qui en bénéficient, c'est ceux qui le payent, qui l'ont adopté. Fait OK. qu'en ce moment, c'est les médecins eux-mêmes qui achètent leur licence de Scribia. Il n'y a rien qui est fourni par le gouvernement. Il y a un beau programme fédéral, par exemple, de Inforoute Santé Canada. Inforoute OK. Santé Canada, qui sont super, là, qui sont vraiment comme. Ils essayent d'uniformiser les données de santé au Canada. Super bel organisme. Puis ils ont du funding fédéral, puis ils financent 10 000 licences à des professionnels de la santé de première ligne, excusez, Mhm. au Canada. Donc, tu sais, mettons, ça, c'est un programme qui a commencé il y a un mois à peu près. OK. Avant ça, tout le monde, tu sais, achète son script, paye sa licence. Des fois, il y a des cliniques qui achètent des bundles de groupe pour payer moins cher, mais c'est pas le gouvernement qui paye. Combien Parce ça, que, combien ça vaut, disons? Là, oui, c'est à peu près 150 par mois par clinicien. C'est sûr que si tu as une clinique de 30 médecins qui le prennent, généralement, les fournisseurs vont faire des prix en conséquence. Est-ce qu'il y a plusieurs joueurs dans le marché ou, Oui, disons, beaucoup. OK. Énormément. Écoute, au Québec, on en a 4 que j'ai recensés. OK. Au Canada, on doit être rendu à pas loin de 25-30. À l'international, c'est des centaines. OK. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est des outils que si tu mets un développeur bien motivé puis un médecin bien motivé ensemble, là, à eux deux, ils sont capables en quelques mois, je dirais, là, de faire un outil qui fonctionne. Ensuite, est-ce que c'est un outil qui est adapté aux réalités locales? Est-ce que c'est un outil qui est cybersécuritaire? Est-ce que c'est un outil qui répond bien aux besoins de chaque, mettons, branche médicale? Ça prend plus de temps, ça prend plus d'efforts, mais de faire quelque chose qui transcrit puis fait une note,
c'est relativement c'est facile d'accès si tu y mets le temps et l'énergie. OK. Fait que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Quand même, à suivre. Là, j'ai bien hâte de voir la suite de tout ça. Là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ce sera certainement à reprendre selon la suite des choses. Hein. Il y a une petite baguette magique dans mon balado, donc on atterrit ça peut-être de façon plus ludique. Puis avec tout ce que tu m'as dit, là, peut-être ça va venir du champ gauche aussi, mais tu changerais quoi dans le système de santé par magie aujourd'hui là, avec une baguette virtuelle? Ouais, moi je prends ma baguette virtuelle, là, puis je donne un gros coup de baguette magique sur tous les systèmes informatisés du Québec. Puis une fois que j'ai donné mon coup de baguette magique, ils se parlent tous. Ce qui se passe dans un CHU à Québec m'arrive à moi dans mon dossier médical à Laval, puis j'apprends pas 3 mois plus tard que mon patient il a été hospitalisé, qu'il y a eu des complications quand il revient me voir avec sa feuille cartonnée. Ce que je fais, c'est documenter que le pharmacien, il sait c'est quoi mon diagnostic. Tu sais que les systèmes informatiques se parlent. Moi, mon coup de baguette magique, c'est ça, c'est simple, that's it. Puis une fois qu'on a ça, il va y avoir tellement moins de redondance pour les patients, de répéter tout le temps la même affaire, de redondance de tests, de redondance de traitement des fois. Fait que, ouais, moi, mon coup de baguette magique, c'est de créer de l'interopérabilité entre les systèmes au Québec. Et pour faire un petit bout de chemin là-dessus, il n'y a pas à tes yeux un petit enjeu au niveau de la confidentialité d'un dossier santé numérique comme ça? Je te donne un exemple. Tu sais, moi, je te consulte, là, je te consulte. Oh non, toi, tu viens me voir, disons, pour une hernie inguinale. Puis là, je te questionne, là, puis je t'examine. Tu as une hernie inguinale. Ben, aujourd'hui, en 2025, moi, si tu as fait une psychose il y a 20 ans, là, je le saurais pas si tu me le dis pas, tu sais. Mais là, avec un dossier qui est universellement accessible comme ça, moi, je vais savoir que tu as fait une psychose. J'ai pas besoin de le savoir. Toi, tu veux peut-être pas que je le sache. Tu comprends ce que je veux, tu sais? Ouais. Puis, je me demandais si... J'ai hâte de voir s'ils vont prévoir des petits trucs comme ça, là, ou, tu sais, mettons, un autre exemple, encore une fois, là, moi, je te vois pour une condition relativement bénigne chirurgicale, une hernie ombilicale. Là, est-ce que j'ai besoin de savoir que tu as eu une MTS, tu sais, il y a 5 ans? La réponse, c'est non, là, tu sais. Puis toi, tu n'es pas obligé de me le dire. Ça enlève... il me semble qu'à long terme, ça enlève le loisir aux patients de conserver une forme, je sais pas, de... vie privée, tout est accessible à tout. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, là, que tout soit accessible à tout le monde, tout le temps. Moi, personnellement, j'ai un petit malaise avec ça, là. Je sais pas, je sais pas comment, je sais pas si ça se discute. Déjà, maintenant, si je vois un patient en consultation et que je refresh son dossier Santé Québec jusqu'en 2014, je vais l'avoir sa gonorrée. C'est ça, c'est ça. Puis, non, c'est ça, c'est ça. Il y a eu un paquet de bilans sanguins pendant une hospitalisation, puis que ça donne une idée parfois. Hospitalisation en psy, mettons. C'est ça. Déjà, avec le dossier Santé Québec... Même juste le profil de médicament donne un bon indice. Même juste avec ça, on a accès... Via le dossier Santé Québec, on a déjà accès à beaucoup de ces informations-là. Toi, c'est pas un enjeu pour toi, ça? Pour moi, il y a... Oui, c'est ce que
tu nommes, c'est des limites, oui, mais je vois que les bénéfices sont vraiment plus grands. Je pense que les bénéfices de ne pas répéter un scan qui a été fait il y a 3 mois, de ne pas redemander un consultant qui a été vu pendant une hospite, qui a déjà statué sur telle chose, l'économie de temps pour le patient, l'économie iatrogène de faire des examens pour rien, l'économie c'est ça, de faire des choses de manière plus pertinente puis efficiente en ayant toutes les informations pertinentes. Parce que tu m'as dit, tu t'en fous de la psychose de 25 ans, c'est parfait. Toi, dans ton résumé, mettons, dans ton dashboard qui te sort l'historique du patient, tu as ses antécédents chirurgicaux, tu as ses allergies, tu as ce qui t'intéresse. La psychose, non. Mais le psychiatre qui consulte le même outil, lui, il les veut, ces antécédents-là. Tout à fait. Donc, l'information nous soit présentée au moment pertinent, mais qu'elle soit pertinente puis adaptée à notre contexte. Puis pour ça, juste mettons mon mot de la fin, là, c'est que ces outils-là doivent être conçus avec des cliniciens, avec des patients, avec les utilisateurs. Il ne faut pas que ce soit du monde seul au ministère ou du monde purement techno qui fasse les outils pour nous. Il faut que nous, on soit impliqués là-dedans, qu'on donne qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est quoi nos problèmes, comment ils peuvent nous aider à les régler, puis comment on veut que ça soit affiché sur notre écran. Parce que là, on a un paquet d'outils en ce moment qui sont désuets, vieux, qui n'ont pas été pensés avec le workflow d'un clinicien dans leur tête, qu'on doit se loguer sur 4 systèmes différents. Ça, il y a une grosse amélioration à faire là-dedans, puis les médecins doivent prendre part à cette amélioration-là. Tout à fait. Écoute, rencontre de rêve, vivante ou décédée, je suis curieux de t'entendre. Dur à dire, aïe. Avec qui j'aimerais parler? Écoute, il y a des gens que j'admire beaucoup en Ontario. Je ne vais pas te nommer de nom spécifiquement, mais l'organisme s'appelle Ontario MD. Ontario MD, c'est les cliniciens de l'Ontario qui regardent des outils, les valorisent, les vettent, puis dans le fond, mettons, un dossier médical électronique va passer par eux. Eux, ils vont dire oui, c'est correct, ça va aider les cliniciens, puis après, ça peut être déployé dans la province. Moi, je voudrais qu'on ait ça au Québec. Fait que j'aimerais ça leur parler pour leur demander comment qu'on peut faire pour nous faire quelque chose de similaire, parce que la technologie, elle va prendre de plus en plus de place dans la pratique médicale, puis il faut qu'elle soit adaptée à notre contexte. Puis en ce moment, on n'a pas d'équivalent au Québec. Donc, ça revient à ce que tu j'aimerais disais. parler avec eux. Ça revient à ce que tu disais, là, de développer l'outil en partenariat avec Ontario MD. Écoute, je vais aller. Québec MD, on pense ça. Québec MD, écoute, parfait. Je te laisse ça. Écoute, mon cher, ça a été hyper agréable. Donc, au plaisir d'une prochaine rencontre. Puis, bonne chance avec tes scribes électroniques. Puis, on se reparle. Merci beaucoup. La prochaine fois, t'en auras essayé peut-être un. Peut-être, merci. Je te lance le défi. Merci. C'est bon, salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.